Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'un des premiers procès médiatiques que l'on a eu en Valais. Vous connaissez un petit peu ma façon de travailler. J'aime rechercher dans les archives de journaux. Et lorsque je faisais des recherches pour une affaire que je vais traiter tout bientôt, je suis tombée sur ce procès et j'ai pas résisté. J'ai lu tout ce que je trouvais autour de ce procès et je vais vous livrer cette affaire. Cette affaire, elle a été oubliée de la plupart des gens. Moi, j'ai interrogé plein de gens autour de moi. Personne ne se souvient de cette affaire qui a eu lieu en 1975. C'est pourquoi tous les noms que je vais donner autour de cette affaire sont des noms d'emprunt. Je pense que la famille, ou en tout cas les enfants des divers protagonistes, méritent la tranquillité et la discrétion. Donc c'est pourquoi tous les noms que je vais donner dans cette affaire sont des noms d'emprunt. Cette affaire, elle commence à monter en 1965, lorsque le Nouvelliste relate la disparition d'un père de famille. Il a 40 ans, il a 7 enfants, et on n'a plus de nouvelles de lui depuis quelques jours. Le journal s'imagine que peut-être cet homme est parti chercher du travail dans l'une des grandes villes que l'on a en Valais, et qui va certainement rentrer. Malheureusement, c'est pas le cas, on va pas retrouver la trace de Robert Duprat durant des années. Alors, ça parle un petit peu dans le village, personne s'imagine tellement que Robert Duprat s'est volatilisé comme ça. On sait que le couple va pas très bien, ils ont effectivement 7 enfants ensemble, mais on sait que le couple est dans une phase assez compliquée et qu'ils sont au bord du divorce. Donc on s'imagine peut-être que Robert Duprat est parti en abandonnant sa famille. Certains s'imaginent peut-être qu'il est tombé lors d'une promenade dans un ravin. On habite quand même dans une région assez escarpée, donc on se dit que c'est tout à fait possible et qu'on retrouvera son corps. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Ensuite, les gens s'imaginent peut-être que Robert a mal supporté que sa femme le trompe, parce que c'est assez connu, la femme de Robert a un amant, donc on s'imagine peut-être que Robert est parti parce qu'il en avait marre, et d'autres s'imaginent que Robert a peut-être été forcé de disparaître. Donc voilà un petit peu où on en est au début de cette affaire. Cette affaire, elle va rester pendant pas mal d'années sans qu'il y ait de rebondissement. Robert a disparu, sa femme et ses enfants vont déménager. Quelques mois après la disparition de Robert, ils vont habiter un petit peu plus haut dans le Valais, pas tout à fait dans le Haut-Valais, mais vers la région de Sierre. Et finalement, à part les rumeurs qui restent un petit peu dans le village, on parle plus tellement de cette affaire. En 1971, il est acté que Robert a disparu, qu'il a un petit peu abandonné sa famille, donc sa femme va enfin pouvoir recevoir une rente. Cette affaire, finalement, elle aurait pu en rester là, on aurait pu ne jamais découvrir ce qui est arrivé à Robert Duprat. Mais en 1975, le journal, la Nouvelle Feuille d'Avis du Valais, fait la une de son journal sur cette affaire et déclare Robert Duprat n'a pas disparu, mais a été assassiné par un ancien légionnaire. Je pense qu'il n'en fallait pas plus pour intéresser la population. Donc cette affaire a tout pour une affaire qui va devenir une affaire très médiatisée. Alors en effet, Robert Duprat disparaît en 1965, petit encart dans le Nouvelliste, et puis plus rien, jusqu'à un article en première page, et pas des moindres, un article qui prend quasiment toute la page, où l'on déclare que Robert Duprat a été assassiné par un légionnaire, et on va donner des détails sur les dernières heures de la vie de Robert Duprat. On va apprendre que Robert Duprat a passé la soirée du vendredi soir avec des copains, qu'ils ont bu des verres à Saint-Maurice et qu'il a ensuite été raccompagné à Montaix par ses amis parce que Robert n'a pas de véhicule. On sait que ses amis l'ont déposé devant un café à Montaix et que lui devait ensuite rentrer chez lui accompagné d'un autre ami. Le lendemain matin, il avait rendez-vous avec ses copains qui devaient passer le chercher à son domicile pour faire divers travaux chez l'un d'entre eux. Ses copains débarquent chez lui tôt le matin pour aller le chercher. Robert est un gars, c'est un gars sûr, c'est un gars fiable. Quand on lui dit demain on va faire des travaux, c'est le gars, il est là. Et ce matin-là, c'est sa femme qui ouvre la porte et elle dit Robert, il n'est pas rentré de la nuit. Mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il y a une première version de ce qui s'est passé lorsque Robert est rentré à la maison. La première version, elle est donnée par son assassin, donc le légionnaire, c'est comme ça qu'on l'appelle au début, on ne donne pas vraiment son nom dans le journal, qui lui a donné la mort.
Cet homme dit qu'il a rencontré Robert Duprat lorsqu'il rentrait à la maison, qu'il lui a proposé de venir boire un verre à la maison, un petit dernier avant qu'il rentre, et qu'une dispute a éclaté et qu'il l'a assassiné. Ça, c'est la toute première version. Mais la police commence un petit peu à s'intéresser à cet homme parce qu'en fait, selon lui, il l'a assassiné, pour une dispute autour d'un verre, mais on sait que cet homme est en fait l'amant de la femme de Robert que je vais appeler Alberte. Donc cet homme, et Alberte ont une relation qui avait commencé bien avant la disparition de Robert. Donc la police va enquêter autour de tout ça et on va comprendre qu'en fait Robert n'a pas été victime d'une dispute avec son voisin, mais qu'il a bien été victime d'un assassinat. La découverte du meurtre de Robert va également permettre de découvrir son cadavre et de pouvoir enfin l'enterrer, surtout pour sa famille qui se posait la question où il était parti pendant tout ce temps. Donc sur les indications de l'assassin, mais également sur les indications d'un radiesthésiste. Alors ça se faisait beaucoup en Valais lorsqu'il y a eu des crimes, hein. Il y a d'autres cas où des radiesthésistes ont été appelés. En tous les cas, sur les indications de ces 2 personnes, le corps de Robert a pu être déterré et rendu à sa famille et un enterrement, a lieu quelques jours plus tard, plutôt quelques semaines plus tard, puisque le corps est dans un premier temps envoyé à Lausanne pour y être, analysé, pour qu'on puisse, essayer de déterminer de quoi Robert est mort. Bon, alors c'est pas très compliqué puisque Robert a été tué d'un coup de hache, un seul et unique coup de hache et il en est décédé. Dans un premier temps, c'est seulement l'amant qui va être accusé du meurtre et qui va être arrêté. Mais dans un second temps, on va se rendre compte que Alberte est probablement également liée à l'assassinat de son mari et elle va également être inculpée. Quelques jours plus tard, on sait que le principal accusé dans cette affaire est maintenant sous les verrous et que la police recueille son témoignage et qu'elle enquête autour de cette affaire. On arrive gentiment au procès qui a lieu au mois de mars de l'année suivante, donc au mois de mars 1976. Au moment du procès, on en est à un ami légionnaire de Robert l'a assassiné après une bagarre. Mais en fait, on va découvrir que c'est bien plus complexe que ça. Les gens dans les villages alentours discutent déjà, hein, et ont bien une idée de ce qui a pu arriver à Robert. Le procès tant attendu a lieu au mois de mars 1976 et il y a vraiment une attente dans la population, si bien que le président du tribunal est obligé de commencer les réquisitoires en rappelant que ce n'est pas un spectacle, on est bien là pour juger des gens, on est bien là pour juger des assassins, donc une affaire grave, et qu'on n'est pas là pour venir voir un spectacle. Dans le même temps, le Nouvelliste fait un encart pour préciser que eux, ils vont pas seulement s'arrêter aux faits. Ils vont pas simplement relater les faits qu'ils vont entendre dans le procès, mais qui vont également aller un petit peu plus en profondeur, donc en gros, qui vont également donner des détails privés et croustillants sur ce meurtre et sur les différents protagonistes. Voilà le petit encart qui est fait dans le Nouvelliste. En fait, en gros, ils expliquent pourquoi ils vont donner plein de détails, pourquoi ils vont donner des détails croustillants et privés sur les différents protagonistes. Notre rôle de journaliste ne doit pas se borner dans un tel cas qu'à donner le film des débats, vide de toute édulcoration à sensation. Je trouve assez intéressant, c'est vraiment la première fois que ces journalistes se retrouvent à livrer des détails privés dans une affaire qui est jugée au tribunal en Valais. Robert et sa femme se sont rencontrés en 1950, ils ont 7 enfants, mais le couple rencontre des difficultés. En 1965, au moment de la disparition de Robert, le couple ne va pas bien du tout. On sait même que sa femme a demandé le divorce et qu'elle a souvent émis l'hypothèse de partir avec ses enfants vivre ailleurs. Et on sait que Robert connaît l'existence de son amant. Alors, il ne peut pas ignorer qu'il existe puisque son amant habite dans le même bâtiment. Je vais vous raconter tout ça ensuite, mais on sait que Robert sait que sa femme le trompe. Il le sait de longue date puisque sa femme le trompe depuis plusieurs années avec cet homme. Ce qu'on peut dire de Robert, c'est que c'est un père qui aime ses enfants, combien même il ne leur dit pas tous les jours et que c'est pas quelqu'un de très communicatif. Je vous rappelle qu'on est dans un canton rural en 1965, je veux dire les émotions et partager ses émotions, c'était pas quelque chose de courant. Donc Robert aime ses enfants, d'ailleurs le week-end, il va faire des balades en forêt avec eux, parfois il les accompagne jusqu'au village suivant, ils vont boire quelque chose dans un café. Donc ses enfants parlent de leur père comme d'un père aimant.
certes pas très démonstratif, mais aimant. Par contre, on sait que dès 1963, donc 2 ans avant la disparition de Robert, Alberte rencontre celui que je vais appeler Marcel Valpen, le légionnaire. Elle le rencontre et ils vont entamer une relation plus qu'amicale. On sait également que cet homme, Marcel, va déménager dans le même bâtiment que le couple et qu'ensuite Alberte n'a plus qu'à passer par le grenier pour le rejoindre et aller voir son amant. On sait que la plus âgée de ses filles, enfin l'aînée des enfants, s'est rendue compte de ce que faisait sa mère et qu'elle le lui a dit: «Mais qu'est-ce que tu fous?» Elle lui dit: «Mais cet homme est plus vieux que papa, il est pas beau», donc elle lui dit ça vraiment, hein, j'ai lu ça dans une interview de sa fille et en plus elle lui dit: «Il a une jambe de bois, cet homme il a rien pour plaire, qu'est-ce que tu fous maman avec cet homme?» On sait que les enfants qui étaient assez grands pour comprendre ce qui se passait n'étaient pas du tout d'accord de cette relation et on imagine bien que Robert devait souffrir de cette relation extra-conjugale. Alors en effet, Marcel Valpen a une jambe de bois. J'ai retrouvé un article qui relate l'accident qui lui a causé cet handicap. Il était en train de conduire sa Jeep et il a eu un accident. Il a voulu sauter dehors de sa Jeep. Malheureusement, son pied est resté coincé dans le véhicule et il a été en partie arraché. C'est pourquoi on a dû l'opérer et qu'il a eu une jambe de bois. Alors on sait maintenant que ce couple avait des difficultés et qu'il allait probablement se séparer dans les mois à venir. On sait également que Alberte avait prévu de refaire sa vie avec son amant de longue date, Marcel Valpen. Mais cet homme, on ne sait pas vraiment si au moment des faits, Alberte est vraiment au courant du passé de cet homme parce qu'il a eu une vie bien remplie avant de devenir son amant et il a même eu une vie assez extraordinaire. La vie de cet homme, son parcours de vie va également rajouter du mystère et de l'intérêt à cette affaire, parce qu'il a vraiment vécu des choses assez extraordinaires. Et cet homme que certains vont considérer comme un héros, d'autres comme un assassin, est vraiment quelqu'un qui a un parcours atypique. Cet homme naît en 1918. Dans sa jeunesse, il va être employé dans une exploitation agricole. Son patron ne va pas le payer. Il va donc aller prendre ce qu'il estime être son salaire dans la caisse de l'exploitation agricole. Il va être dénoncé par son patron à la police et il va être envoyé en prison. Après cette courte peine de prison qu'il a effectuée à Bochu, il décide de partir faire la Légion étrangère et il va partir pendant 15 ans avec un parcours complètement fou. Il va débarquer dans la ville de Marseille et il va ensuite participer à la campagne de Norvège. Il va ensuite entreprendre un stage de combat au Maroc. Donc cet homme sait se battre et il sait se battre d'une manière très poussée, hein, d'une manière très professionnelle. Après ce stage de corps à corps au Maroc, il va être envoyé pendant 11 mois en Angleterre pour parfaire son entraînement. Suite à ça, il va être envoyé comme parachutiste d'élite sur les lignes allemandes. Donc c'est pas n'importe qui, cet homme sait se battre. Un petit peu après tout ça, il va se marier avec sa marraine de guerre, à qui il va faire un enfant. Une marraine de guerre, moi je savais pas ce que c'était, ce sont des femmes qui écrivent à des hommes qui sont donc au front et qui ne reçoivent pas de courrier. Donc des hommes qui n'ont pas forcément de famille ou qui n'ont pas de femme. Il va donc rencontrer cette marraine de guerre, ils vont tomber amoureux et elle va tomber enceinte. Malheureusement, cette histoire va se terminer dans le sang, puisque sa femme est assassinée lorsqu'elle est à 8 mois de grossesse. Elle est assassinée avec sa grand-mère qui a environ 90 ans. Elle est assassinée sous les yeux de son mari. Donc Marcel Valpen vit un moment horrible en voyant sa femme mourir, en portant son enfant. On dit que Marcel Valpen s'est ensuite vengé en assassinant le général SS qui avait tué sa femme et la grand-mère de sa femme et l'enfant que portait sa femme. Alors là, j'ai retrouvé qu'une seule source qui disait ça. Je peux pas affirmer que c'est vrai, mais on le dit, mais Marcel a ensuite assassiné l'homme qui était responsable de la mort de sa femme. J'ai lu ensuite qu'on dit de cet homme, après cette affaire
affreuse de meurtre et du décès de sa femme, que cet homme a ensuite marché sur Paris libéré avec le général Leclerc. Alors vous me connaissez un petit peu, j'ai pris mon PC, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des photos du général Leclerc sur Paris libéré, j'ai retrouvé des photos de Marcel Valpen, j'ai comparé, c'est complètement fou, vous me donnerez votre avis. Alors moi j'ai caché les yeux parce que l'idée c'était de garder l'anonymat pour les différents protagonistes de l'affaire comme je vous l'ai dit, mais c'est incroyable, on dirait que c'est le même homme. Donc à mon sens, Marcel Valpen a effectivement marché sur Paris libéré avec le général Leclerc. Il a ensuite été envoyé en Indochine et un petit peu avant la campagne de Dien Bien Phu, il est rentré en Valais. Il n'a pas du tout été accueilli en héros de guerre, en homme qui a libéré Paris. Il est accueilli en déserteur. Il va faire de la prison, sauf erreur de ma part. Là, j'ai pas non plus retrouvé de précision sur la peine qu'il aurait eue. En tous les cas, il est accueilli en déserteur. Et ça va le vexer. Ça va lui faire énormément de mal. Il est considéré comme quelqu'un qui sait se battre, quelqu'un qui a aidé à la libération de la France et de l'Europe. Et quand il arrive en Suisse, il est considéré comme un déserteur. Ça va durer quelques années. Et ensuite, l'armée suisse va estimer que cet homme serait probablement beaucoup mieux au service de l'armée suisse. On va donc lui proposer un poste assez bien placé dans l'armée suisse qui va assez logiquement refuser. Il va décliner l'offre parce qu'il est vexé durablement. Il va donc trouver un boulot de paysagiste à Montaix et c'est comme ça qu'il va rencontrer Alberte. Donc voilà un petit peu le portrait des personnes qu'on a en présence. On a cette femme qui a ses 7 enfants, qui rencontre son amant, un amant qui a vécu une vie assez incroyable avant, et on se retrouve maintenant au procès avec tout ça, avec tout ce petit monde. Et vraiment, il n'en faut pas plus pour que le public valaisan soit intrigué et intéressé. On a plutôt l'habitude que ce genre d'affaires se passe à Genève ou à Lausanne, mais pas du tout dans notre petit canton tranquille. Alors le procès. Le procès, il va se dérouler, donc comme je vous l'ai dit, dans une grande pression médiatique, avec beaucoup de personnes qui viennent suivre ce procès. Donc il y a beaucoup de monde qui gravite autour de ce procès. On va en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé et probablement une version plus proche des faits. On va apprendre que Robert est bien rentré à la maison ce vendredi soir et qu'une dispute a éclaté avec sa femme, une grosse dispute, et que Alberte est allée voir son amant, donc elle est passée par le grenier pour aller le voir, et elle lui a dit en substance: j'en peux plus, c'est lui ou moi, j'en ai marre. Marcel Valpen prend une hache. Alors moi j'ai retrouvé une hache pour enfants. Alors je m'imagine que c'est une petite hache. Il se munit de cette hache qu'il trouve dans le couloir et il va voir Robert. Robert, il s'est endormi. À ce moment-là, il a passé une longue semaine, il a été boire des verres avec les copains, donc il est raide, il s'est endormi. Et en fait, Marcel raconte quand lui, il voulait arriver, lui donner une bonne correction, il voulait lui foutre une rouste en fait. Mais que quand il voit le corps de Robert endormi, il a un espèce d'élan, il se dit... Ouais, il se laisse aller et en fait, avec un seul et unique coup de hache, il l'assassine. Il lui donne un coup et c'est terminé. Ce qu'il raconte, c'est que Alberte n'a jamais voulu ce meurtre. Vraiment, pour Alberte, il allait lui donner une correction et c'est d'ailleurs dans cette idée-là qu'il est venu à la maison. Il n'avait pas du tout l'idée de l'assassiner. Je vous rappelle que ce qui se joue là, c'est la préméditation. Donc, bien évidemment, qu'ils ne font pas dire qu'ils en avaient discuté avant. En tous les cas, lorsqu'au procès, on demande à Alberte si elle regrette la disparition de son mari à ce moment-là, si elle regrette la mort de son mari, elle a un petit temps de réflexion et elle va dire non. Elle va dire, à part pour les gamins, sinon pour moi, je ne regrette pas sa disparition. Donc voilà, c'est assez étrange aussi de répondre ça comme ça. Ce qu'on va apprendre également au procès, c'est ce qui s'est passé les quelques heures après la mort de Robert. On sait que Alberte a aidé son amant à déplacer le corps de Robert jusque dans le véhicule de celui-ci. On sait que le lendemain matin, Marcel Valpen est parti avec le corps de Robert dans sa voiture et qu'il l'a déposé dans un champ, dans un village aux alentours de là où ils habitaient. Il l'a déposé dans ce champ sans trop le cacher parce qu'en fait, il sait qu'il va revenir pour creuser un trou et cacher le corps. Il revient à la nuit tombée, il va creuser un énorme trou et il va enterrer le corps de Robert. Le corps aurait pu ne jamais être découvert, autant vous dire que c'était quasiment le crime parfait. On était, alors déjà c'est intéressant, on était à quelques semaines seulement de la prescription de ce meurtre. Il faut savoir que
Robert Duprat a été assassiné le 28 juin 1965 et que cette affaire rebondit en mai 1975. À cette époque, la prescription pour les meurtres est de 10 ans. Donc à quelques semaines près, les diverses personnes impliquées dans cette affaire n'allaient jamais au procès. Alors ce qui se joue un petit peu dans ce procès, c'est vraiment de savoir qui a fait quoi, quelle est l'implication des 2 personnes, parce qu'on a donc, Albert qui se retrouve sur le banc des accusés, mais également Marcel. Alors Marcel, lui, il a toujours cette version, hein, Albert ne savait pas, elle n'a jamais été au courant, qu'il voulait lui donner la mort. Il y a pas de préméditation. Ils ont parlé d'une correction, mais pas du tout de lui ôter la vie. Elle dit toujours la même chose, elle dit qu'elle a jamais voulu la mort de son mari, quand bien même, bah, quand il était plus là, elle était pas spécialement triste de son départ, mais elle voulait elle voulait que son amant lui mette une correction, pas du tout qu'il lui donne la mort. Donc ça va rester un petit peu comme ça, les 2 vont vraiment rester sur ces versions. Alors finalement, on se pose la question, mais comment ce meurtre a été résolu? Alors on oublie souvent que dans cette affaire, il y a 7 enfants. Ces 7 enfants ont perdu leur père, hein, et ils n'avaient pas du tout l'image d'un père violent, ni d'un père, qui était pas aimant ou ce genre de choses. Donc en fait, ces enfants, ils attendent le retour de leur père, hein, et ils ont juste envie de retrouver, leur papa. Donc il y a un des garçons qui particulièrement va mal vivre, cette affaire et on sait que le nouveau couple donc déménage en 1966, je vous l'ai dit, dans la région de Sierre. Il va y avoir quelques disputes dans le couple et parfois, il est évoqué cette affaire de meurtre. Alors à demi-mot, mais on sait que les enfants vont à un moment donné comprendre que, leur mère et leur amant sont impliqués dans la disparition de leur père. Alors ils vont tenter de trouver des preuves. Ne trouvant pas de preuves, n'étant pas capables d'amener des preuves, ils vont tenter d'enregistrer une dispute entre leur mère et Marcel Valpen. Alors, on est en 1975, enregistrer une conversation, c'est pas aussi simple que de laisser un attel qui traîne et qui enregistre le son, hein, donc ça c'est en 2021. Mais en 1975, il fallait un enregistreur et il fallait pouvoir le déclencher à distance. Donc les enfants expliquent qu'ils ont essayé de monter un ingénieux système pour les enregistrer. Donc ils ont, sorti le fusible d'électricité et ils ont caché l'enregistreur dans une boîte et ils ont ensuite, au moment où leur maman et l'amant se disputaient, ils ont remis le fusible qui a déclenché l'enregistreur et ils ont pu avoir un enregistrement. Cet enregistrement n'a jamais été retrouvé, on n'est même pas vraiment certain qu'il ait existé. Ce que disent les enfants, c'est que leur mère s'est rendue compte de la supercherie et bah, je ne sais pas si elle leur a fait détruire l'enregistrement ou autre, mais en tout cas, après ça, ils ont eu extrêmement peur. Il faut savoir que les enfants sont jeunes, ils ont la plus grande au moment du décès de son père, elle a 14 ans. En plus, elle n'est plus à la maison puisqu'elle a été envoyée pour travailler dans le canton de Vaud. Je vais d'ailleurs revenir là-dessus. Mais ils sont terrifiés quand ils se rendent compte qu'en fait, ils vivent avec leur mère et l'amant de celle-ci qui ont tué leur père. Donc, ils sont pas en mode de dénoncer, ils sont pas en mode d'aller à la police, ils sont terrorisés. D'autant que je vous rappelle que Marcel Valpen, c'est un grand gaillard qu'on impose, qui a fait 15 ans de légion. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Donc ça fait peur. Donc les enfants ne dénoncent pas, mais ils savent depuis plusieurs années, je dirais 2 ou 3 ans, que leur père a été assassiné. Et dans la fratrie, il y a un des garçons qui supporte particulièrement mal de savoir que leur père a été froidement assassiné. Et ce garçon, alors, va se tourner vers l'alcool, hein, il va beaucoup boire, il va avoir beaucoup de difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Bon, il est assez jeune, mais à 14 ans, on Valais, à cette époque-là, on travaillait déjà. Et c'est sa sœur qui va le dire, elle l'accueille à Noël, parce que sa sœur, la sœur plus âgée, elle est déjà mariée, elle habite dans la région de Montaix, pas de Montaix, mais de Crans-Montana. Elle accueille son frère à Noël, elle le dit, il a un mal-être, il est mal, il n'arrive pas à profiter des fêtes, il dit qu'on n'a aucun avenir, que sa vie est pourrie. Et en fait, il va tellement mal le vivre qu'il va tenter de se suicider. Il va donc descendre en plaine et il va se mettre complètement ivre sur les voies de chemin de fer entre Sion et Sierre. Et en fait, il va attendre qu'un train l'écrase. Par chance, un employé de la voirie ou un employé des chemins de fer le repère et peut le sauver.
Donc il retrouve ce jeune homme complètement incohérent qui dit: «On a tué mon père, ma mère a tué mon père, ma mère a tué mon père». Ce jeune homme est amené au poste de police, déjà dans un premier temps, j'imagine pour le mettre dans une cellule de dégrisement, hein, pour que l'alcool s'évacue et quand on va enfin comprendre que ce jeune homme ne dit pas n'importe quoi, quand en fait on va relier, l'identité de ce jeune homme à son père disparu, on va se rendre compte qu'en fait, il parle de la mort de son père qui a disparu depuis maintenant 10 ans. Donc en fait, c'est cet événement-là qui va relancer l'affaire. Lui, il va expliquer qu'il a entendu et qu'il sait que sa mère a participé au meurtre avec son amant et bah, les enquêteurs vont enquêter, ils vont aller interroger Marcel Valpen qui va avouer le meurtre. Marcel Valpen sera condamné à 11 ans de prison et Albert à 8 ans de prison. Dans les journaux, on parle quand même d'une peine forte, d'une peine lourde. Bah déjà dans l'idée où l'avocat général avait réclamé une peine inférieure. Honnêtement, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire, je pense que dans certains pays, c'est vraiment assassinat et on est plus proche des 30 ans. D'autant que, comme je vous l'ai dit, sa victime était sans défense au moment où on lui a donné le coup de hache. Donc voilà un petit peu, pour moi, ça me semble un petit peu léger. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est dit dans les journaux de l'époque que les gens sont plutôt contents de cette peine. Ils la trouvent un petit peu forte, hein, comme je vous l'ai dit, mais que voilà, le peuple valaisan, si je peux dire ça, accepte cette peine. Les enfants, eux, sont dédommagés, hein, ils vont recevoir chacun d'entre eux une indemnité. Elle s'élève entre 10 000 et 18 000 francs selon les enfants et selon leur âge. Ce qui est assez dingue, c'est que, alors déjà dans les journaux, on donne tous les noms des divers protagonistes, hein, nom, prénom, voilà, presque adresse et numéro de téléphone, mais également des enfants. On a un tableau qui est relaté lorsqu'on il y a l'article qui relate la fin du procès, et il y a le nom de chacun des enfants, nom et prénom, et la somme qu'ils ont reçue. C'est assez fou, hein, parce qu'on pouvait vraiment savoir qui avait été dédommagé et de combien. Alors, on sait que Albert va faire recours et que le couple va être rejugé une année après le premier procès. Alors, je ne sais pas exactement, Marcel en tout cas n'a pas fait recours, mais le couple entier est rejugé. Dans ce deuxième procès qui n'est pas ouvert au public, on va vraiment tenter de faire le procès de Robert Duprat. On va tenter de le décrire comme un alcoolique, comme quelqu'un de violent. On sait à ce moment-là qu'une une mesure protectrice avait été déposée par Albert quelques semaines avant le décès de son mari et on va tenter avec tout ça de montrer qu'ils ont simplement tenté de se défendre et d'arrêter le mari violent. Ça va pas marcher, ça va même être assez mal vu en vrai. D'ailleurs, c'est pas une méthode qui est en général très appréciée. On l'a vu dans différents procès qu'il y a eu ces dernières années, lorsqu'on tente de faire le procès de la victime. Ça marche pas très, très bien et ça donne plutôt une mauvaise image de l'accusé. Là, ils vont en deuxième instance écoper de la même peine. Par contre, un truc assez étrange et peut-être que certains d'entre vous qui connaissent un petit peu mieux, le système judiciaire suisse pourront m'aider, mais donc leur peine est inchangée, mais les indemnités qui ont été versées aux enfants sont revues à la baisse et pas qu'un peu, hein, on leur a sacrément sabré leur indemnité. Voilà ce que je peux vous dire sur ce deuxième procès. Je voulais encore vous livrer un témoignage intéressant dans cette affaire puisque l'aînée des enfants Duprat a témoigné dans l'illustré au moment du procès. Elle a expliqué sa version des faits et comment elle l'avait vécu de l'intérieur. Donc c'est elle qui raconte que les enfants ont enregistré les propos de Marcel et de leur mère et elle explique également que comment ils ont vécu ces 10 ans, que pour eux ça a été très dur, qu'ils se sont toujours un peu doutés qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait des non-dits. Et que leur mère, elle les menaçait un petit peu et qu'eux étaient terrorisés. En gros, ils se disaient, si on parle, si on fait quelque chose de travers, c'est peut-être nous qu'on va faire disparaître. Donc les enfants n'ont jamais dénoncé parce qu'ils avaient peur. Elle va également raconter la pression qui a été mise. Typiquement, cette femme s'est mariée, elle a fait sa vie, elle habite maintenant à Crans-Montana, où elle a une maison, où elle a des enfants, elle est bien, elle est heureuse avec son mari, et elle va raconter qu'au moment de son mariage, alors traditionnellement, c'est le père qui amène la mariée à l'hôtel pour se marier,
Et là, elle avait pas du tout envie que Marcel, l'accompagne à l'hôtel, hein. Elle avait pas vraiment envie de se retrouver avec l'assassin de son père à son bras pour aller, se marier et que sa mère lui a fait du chantage. En gros, elle lui a dit: «Si tu refuses que Marcel t'accompagne jusqu'à l'hôtel, il y aura pas de mariage». Alors, je sais pas dans quelle mesure sa mère aurait pu annuler le mariage ou autre, on est quand même en 75, hein, j'imagine que c'est pas comme aujourd'hui. En tous les cas, on se rend compte que les enfants, en plus d'attendre leur père et d'être extrêmement tristes de la disparition de celui-ci, ont vraiment vécu, sous une espèce de pression perpétuelle. Elle livre également aux journalistes un détail intéressant, mais qui n'est pas vérifiable. Elle dit que Marcel avait déjà tenté de tuer son père quelques semaines avant la disparition de celui-ci. En gros, Marcel avait tenté de foncer sur son père avec son véhicule et son père était rentré à la maison paniqué. Alors on ne saura jamais si c'est vrai, d'autant que cette jeune fille est l'aînée de la famille, elle avait 14 ans au moment des faits et les autres étaient plus jeunes, donc leurs souvenirs sont forcément pas très nets. Un détail également qui peut aider à se demander si ce meurtre n'avait pas été prémédité. Il faut savoir que cette jeune fille, que je vais appeler Aline, a été envoyée, dans le canton de Vaud quelques jours seulement avant la disparition de son père. Elle a été envoyée pour travailler comme sommelière, donc dans le canton de Vaud. C'est à quelques pas, hein. Aujourd'hui, on rentrerait en voiture tous les soirs, mais à l'époque, comme je vous l'ai dit, les routes n'étant pas bonnes et les véhicules étant, ce qu'ils étaient en 75, c'était pas possible de rentrer. Elle va donc travailler, elle dort sur place et elle reçoit un coup de fil de sa mère 3 ou 4 jours après, être rentrée en poste. Sa mère lui dit: «Ton père a disparu». Et forcément la fille lui dit: «Bah, je vais rentrer quoi, je vais vous aider à retrouver papa, je veux être là». Et sa mère lui dit: «Non, tu rentres pas, tu continues ton job». En gros aussi on a besoin de thunes quoi parce que, bah, voilà. Et elle ne laisse pas sa fille rentrer. Et sa fille à ce moment-là, elle a déjà une espèce de pressentiment. Elle comprend pas pourquoi sa mère l'a éloignée, mais vraiment quelques jours avant la disparition de son père et elle comprend encore moins pourquoi sa mère, ne lui permet pas de rentrer pour, qu'elle recherche son père. Donc là, on a l'idée que peut-être ce crime était peut-être prémédité. Alors voilà pour cette affaire que, une fois de plus, puisque je tiens tout ça d'articles et d'archives de journaux, je vous livre un petit peu, pêle-mêle. C'est un Franchement, c'est une affaire assez intéressante, hein. C'était à 2 doigts d'être un crime parfait. Cet assassin qui avait une vie incroyable, première femme assassinée par les SS, un homme qui a vécu la campagne de Norvège, qui a fait l'Indochine, qui a marché sur Paris libéré, qui a, appris des techniques de combat, qu'on n'apprend pas forcément ici, qui a ensuite été accusé de désertion, se retrouve mêlé à ce premier procès médiatique. Ce crime était quasi parfait, hein. Honnêtement, on le découvrait au mois de septembre 75, personne n'allait au procès, hein. Il y avait pas de procès. Donc ce meurtre a failli, passer entre les gouttes. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous raconter ce premier procès et j'aimerais savoir si quelqu'un ou si l'un d'entre vous se souvient de ce procès et peut-être s'il peut nous donner l'ambiance qu'il y avait, en Valais lorsque, le Nouvelliste relatait, les journées du procès. Je trouvais aussi intéressant par rapport à l'impact sur les enfants. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'une affaire où, l'amant tue le mari trompé ou un homme tue sa femme. Mais là, il y a 7 enfants. 7 enfants qui finalement vont avoir un départ dans la vie complètement gâché. Ces enfants partent avec un bagage, psychologique et familial extrêmement lourd. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche à chaque fois. Je me dis vraiment ça fait 7 victimes. On l'a fait disparaître Robert, OK, on peut vivre entre guillemets «notre amour au grand jour» parce que j'imagine que lorsque le couple a déménagé, vers Chépis, ils ont vécu leur amour au grand jour et finalement les enfants en ont énormément souffert et pour eux ça a été vraiment une affaire qui les a brisés. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce premier procès médiatique valaisan vous a autant passionné qu'il m'a passionné. J'espère vous retrouver tout bientôt sur cette chaîne pour un nouveau crime ou disparition. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Salut!